Radiodiffusion française vous prie d'écouter Dialogue avec Denis de Rougemont. Propos recueillis et présentés par Pierre Cipriot. Au programme de ce premier entretien, le roman de Tristan et Iseult et la naissance du mythe de l'amour-passion. Les premières phrases du roman de Tristan sont dans toutes les mémoires. « Seigneur, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort ?» Amour et mort, ces deux mots jurent. Et je crois que pour la première fois, dans l'histoire, on a fait jurer ces deux mots. Et en même temps, le roman de Tristan est un roman où pour la première fois on présente un cas d'adultère. Eh bien, j'aimerais que vous précisiez cette nouveauté fondamentale du thème de Tristan. Voilà, Tristan, c'est un bien beau nom. Le roman de Tristan, c'est un bien beau souvenir. Nous l'avons tous lu dans notre adolescence, au moins dans la version moderne qu'en a donnée Joseph Bédier. C'est resté pour nous le type même du beau et grand roman d'amour. Et voilà que vous épinglez brusquement sur cette légende et sur le souvenir que nous en avons une étiquette qui paraît bien désobligeante et bien prosaïque, le mot d'adultère. Cela paraît vexant et décevant. Mais le pire, je crois, c'est que c'est vrai. Tristan est réellement, en même temps que le premier grand roman d'amour-passion, le premier grand roman de l'adultère. Et le grand roman du pessimisme, parce que derrière Tristan, il y a tant triste, il y a l'homme qui a vraiment abdiqué toute valeur morale et tout principe sociaux, et oui, l'homme qui se laisse aller à sa fatalité. Oui, ça, tant triste, n'est-ce pas, c'est un calembour qui est dans la première légende, mais enfin, c'est un calembour significatif. Il reste que le roman de Tristan fait entendre pour la première fois dans la littérature ce grand accord amour et mort que vous évoquiez tout à l'heure, l'amour mortel. Et en même temps, c'est le premier roman qui exalte un adultère. Voilà la chose qu'il faut souligner. Il y avait déjà eu des romans d'adultère, mais l'adultère y était condamné. Je crois qu'il n'y a jamais rien eu dans les littératures orientales ou antiques, avant le roman de Tristan, qui est du XIIe siècle, il n'y a jamais rien eu de pareil. Il y a eu des romans où on voyait le désir physique de deux êtres qui amenait la mort d'un des deux. Mais c'était une mort accidentelle. On mourait de l'excès de désir non comblé. Oui, où les fatalités, peut-être dans une certaine mesure, se servaient de l'amour, parce que au fond, l'amour est une puissance, une capacité qui est à la hauteur des mortels, et par le fait même, les divinités, chez Sophocle ou chez Euripide, se servaient de l'amour, mais le vrai drame n'était pas un drame amoureux. Non, n'est-ce pas? L'amour qui dépassait le simple désir physique était considéré par les anciens et par les orientaux comme une fièvre. Et voilà que tout d'un coup, dans le roman de Tristan, il est considéré comme une belle fièvre. Voilà une nuance très importante. L'adultère, cela existait aussi dans les littératures antiques. N'est-ce pas? Prenez dans la Bible l'adultère de David et de Bethsabée. Mais c'était un crime. Tandis que tout d'un coup, dans Tristan, ça devient une aventure intéressante. Voilà une seconde nuance. Donc c'était une fièvre, ça devient une belle fièvre. C'était un crime et ça devient une aventure infiniment intéressante dont l'auteur est considéré comme un héros. On trouve des cas d'amour mortel dans la littérature antique, mais ça n'est, comme je le disais, qu'un accident, tandis que dans Tristan, la mort est voulue. Elle est désirée par tous les deux, obscurément, à travers des obstacles. N'est-ce pas? Ce qu'ils aiment, c'est brûler. Le désir normal de posséder un être, c'est un désir qui tend à sa consommation. Et alors là, il s'épuise. Iseult est partagée entre un amour conjugal qu'elle respecte, qui est comblé, et un amour pour son amant qui la distrait de son amour conjugal sans arriver à une consommation. Oui, et qui l'intéresse infiniment plus, n'est-ce pas? Parce que ce que Tristan et ce que Iseult veulent, ça n'est pas tellement d'obtenir l'objet de leur désir, mais c'est de se sentir aimé. C'est-à-dire d'éprouver en eux-mêmes
sentiment de la brûlure, de la passion, et naturellement, ils l'éprouvent mieux quand ils sont séparés. Voilà la grande nouveauté du mythe. Les amants antiques cherchaient à être ensemble. S'ils mouraient, c'est parce qu'on les empêchait d'être ensemble, tandis que Tristan et Iseult s'efforcent de multiplier entre eux, d'une manière inconsciente bien entendu, mais visible dans le roman, les obstacles, les occasions de se séparer. Et finalement, le plus grand obstacle et la plus grande séparation, c'est la mort. Et on comprend à la fin du roman que cette mort est le couronnement de leur passion, c'est-à-dire qu'au moment où ils sont le plus séparés, c'est le moment où ils se sentent le plus brûlés, où leur passion, leur amour en eux-mêmes est la plus complète. Mais ne pourrait-on pas dire en même temps que la mort est une occasion de sceller cette union dans l'éternité, et à partir d'un certain degré d'exaltation, seule la mort peut fixer l'unité des deux amants, qui, sur le plan du temporel, ne serait qu'une promesse d'un instant, et une promesse qui, selon la formule de Claudel, ne pourrait pas être tenue. Oui, n'est-ce pas, Tristan, c'est le premier exemple de l'amour impossible, et cherché en tant qu'impossible. Le premier exemple, en même temps, de l'amour surnaturel. C'est cela. C'est un amour qui n'obéit pas à une convoitise sexuelle, qui n'obéit pas à cette espèce d'ambition, qui est une occasion d'amener, de la part du séducteur, la femme à tomber dans ses filets et dans les filets de la séduction, mais c'est une sorte d'impulsion qui nous pousse à voir plus loin que l'être qu'on aime. Voilà. On cherche un au-delà dans l'amour. Au lieu de chercher simplement sa satisfaction, comme dans l'amour antique et oriental, on veut chercher quelque chose, un horizon qui le dépasse et qui dépasse l'être qu'on aime. C'est dans ce sens que la passion, selon Tristan, est une chose complètement nouvelle qui est intervenue très tard dans l'histoire de nos civilisations, puisque c'est au XIIe siècle, si bien que Seniobos, vous le rappelez, a pu faire cette boutade célèbre, l'amour, au sens actuel du mot, c'est une invention du XIIe siècle. Alors j'ai une autre citation, enfin nous avons l'air de nous bombarder de citations, mais j'ai une autre citation de Michelet qui est très curieuse, disant « Au XIIe siècle, la femme devient une religion ». Oui, c'est exact. C'est exact. Et il s'est passé au XIIe siècle une espèce de considérable révolution psychique, psychologique, sur laquelle j'ai beaucoup insisté dans mon livre et dont j'ai donné un certain nombre de signes, de témoignages, dont l'ensemble me paraît assez impressionnant. Vous avez au XIIe siècle, simultanément, l'apparition brusque d'une poésie de l'amour, qui est la poésie des troubadours, l'amour courtois, qui exalte la femme et qui exalte un amour plus ou moins chaste, en tout cas un amour hors du mariage. La dame, ça n'est jamais la femme, l'épouse. C'est une dame idéale qui se place en dehors du mariage. Vous avez en même temps la première mystique de l'amour divin, qui est la mystique de Saint Bernard, la mystique du cœur. Vous avez en même temps une quantité de traductions du Cantique des Cantiques. Vous avez le début du culte de la Vierge, qui a commencé à Lyon en 1140 par une fête de l'Immaculée Conception de la Vierge instaurée par les chanoines. Vous avez en même temps le premier roman d'amour vécu, qui est le roman d'Héloïse et d'Abélard, et tous les poèmes et les lettres qu'ils ont échangés, qu'ils ont publiés à l'époque. Vous avez aussi le premier roman écrit, qui est le roman de Tristan, qui s'inspire à la fois de la poésie des troubadours et de l'exemple d'Héloïse et d'Abélard. Et puis, dans un tout autre domaine, je trouve le fait assez frappant, vous avez la transformation du jeu d'échecs, et Dieu sait qu'il n'y a pas de connexion entre le jeu d'échecs et la poésie des troubadours, n'est-ce pas? Mais vous voyez ceci, dans le jeu d'échecs, où au début, et il est d'origine hindoue, les 4 pièces principales étaient les 4 rois. Tout d'un coup, au XIIe siècle, la pièce principale devient la dame ou la reine. L'ensemble de ces faits prouve qu'il s'est produit au XIIe siècle une espèce de grande révolution psychique, le culte de la femme. Certainement. Et la femme, à partir de cette époque, devient ce qu'elle avait été d'ailleurs aux premiers âges de l'humanité, dans des sociétés matriarcales, devient une source, une donatrice de vie et un arbitre supérieur dans tous les conflits qui peuvent opposer les hommes. Et par cet aspect, la femme, dans une certaine mesure, peut remplacer le seigneur. Et l'amant est en face de la dame dans la situation du noble chevalier qui épouse la cause du seigneur avec déférence et à genoux devant elle.
Voilà, c'est tout à fait exact, et ça, c'est une révolution considérable, n'est-ce pas? La femme dans l'Antiquité et en Orient a toujours été en position subalterne, sauf dans les tout premiers âges de l'humanité que vous évoquiez, dans les âges du Et matriarcat. alors là, je crois qu'il y a une loi qui répond à une espèce de stabilité de la société, parce qu'il est évident que dans une société stable, les rapports amoureux sont infiniment plus normaux, les foyers se constituent, et par le fait même, la femme prend une place qu'elle n'occupe pas dans des sociétés migratoires qui sont livrées à l'occasion, à la prise, au viol, à toutes sortes d'incidents qui font éclater la famille. Oui, voilà ce qui se produit, je crois, au XIIe siècle, n'est-ce pas? Il y a une stabilisation du mariage dans des cadres sociaux. C'est le moment où le pape Grégoire, par exemple, impose définitivement le célibat aux prêtres et fixe les lois du mariage d'une manière beaucoup plus ferme que ça n'avait jamais été fait auparavant. Le mariage au XIIe siècle, dans le monde féodal, se caractérise par deux choses. Il est sexuel et il est social. Il est sexuel dans ce sens qu'il a pour justification la procréation oui. des enfants, donc sexuel au sens élémentaire du mot, et il est social en ce sens qu'il doit unir deux terres chez les seigneurs, deux dots, enfin des éléments sociaux. Le mariage féodal, le mariage chrétien au XIIe siècle ne comporte pas la notion de plaisir. Voilà la chose nouvelle. Les troubadours introduisent l'élément du plaisir et du sentiment, qui n'était au fond pas admis par l'Église, n'est-ce pas, qui était assez mal vu. Ils introduisent, si vous voulez, l'érotisme entre la sexualité élémentaire, procréatrice, et le côté armature sociale du mariage. Ils introduisent quelque chose de tout à fait neuf, qui est l'amour courtois, et qu'on peut appeler l'érotisme. La fièvre érotique, n'est-ce pas, le plaisir d'aimer, de se sentir aimé, qui est tout à fait différent du devoir de faire des enfants ou de lier deux familles, deux fortunes et deux terres. L'homme courtois devant la femme oublie en quelque sorte les règles de la convoitise, les règles de l'amour-propre et même, je dirais, les règles du bon sens. Oui. De là, l'intrigue de Tristan qui se livre à une folie, qui se livre à un malheur, parce que Tristan, le preux des preux, devient un maudit par l'amour. Quelle a été la réaction de la société du Moyen-Âge à l'égard d'un roman qui, quand même, bousculait toutes les règles de la société, bousculait cette tradition chrétienne du mariage sur laquelle vous insistiez tout de suite, pour livrer deux êtres dans l'exaltation de leurs sentiments? Parce que ces deux êtres, finalement, n'intéressent qu'eux, ils n'intéressent plus la tribu, ils n'intéressent plus la société, ils sont à part. Vous me direz que c'était une occasion d'exploit littéraire. Il est évident qu'à partir du moment où on n'intéresse plus personne, on intéresse la psychologie amoureuse, la psychologie des sentiments, et comme cette psychologie cherche un théâtre, ce théâtre, c'est la littérature. Mais alors, quelle est la circulation de la littérature à l'intérieur des mœurs au XIIe pour la littérature des troubadours et au XIIIe siècle pour les romans de chevalerie? Eh bien voilà, je ne pense pas que les mœurs aient tellement changé à cette époque. Mais la littérature des troubadours et des romans de la table ronde, dans le cycle desquels s'inscrit Tristan, intervient à ce moment-là comme une sorte de compensation. C'est pas, on souffre des liens trop étroits du mariage sexuel et social. On cherche un horizon qui dépasse tout cela, et on le trouve dans la littérature, ce qui ne veut pas dire que l'on pratique exactement cette littérature. Je ne pense pas que les troubadours qui exaltaient l'amour chaste aient été tellement chastes dans leur vie. Mais ils donnaient aux femmes qui pensaient que le mariage devait être, qu'il devait y avoir quelque chose au-delà du mariage. Nous tombons en pleine hérésie. L'amour infini en dehors du mariage, pour quelqu'un qui a la foi et pour une société qui a la foi, c'est une hérésie. C'est une hérésie, c'est un dépassement. Et j'ai essayé de montrer dans mon livre, n'est-ce pas, que les sources de la passion, de l'amour courtois, ne sont pas dans le christianisme, mais sont dans une espèce de réaction de l'homme naturel contre ces lois trop étroites du mariage chrétien et féodal, qui s'inspire de la grande hérésie manichéenne, de tout l'ensemble, le complexe d'hérésie qui a envahi l'Europe à ce moment-là,
au XIIe siècle dans le Midi languedocien, dans la Rhénanie, dans le nord de l'Italie et finalement dans le nord de la France. Et dont le point culminant a été le foyer cathare, le foyer albigeois. C'est cela. Qui précisément a été décimé, a été massacré parce qu'il constituait, à l'intérieur même de l'organisation chrétienne du monde, une hérésie, et une hérésie qui, je crois, se continue pendant très longtemps, sans que jamais elle ne soit nommée. C'est une des hérésies les plus secrètes, et c'est une des hérésies les plus tenaces. C'est une des hérésies fondamentales, n'est-ce pas, qui, tout en étant hérésie, est constitutive de notre civilisation occidentale. Elle est d'origine orientale, mais elle s'est manifestée en Occident par son opposition au cadre strict du mariage. Voilà la donnée de base, si vous voulez. Une hérésie fondamentale de l'humanité qui se cristallise dans le mythe de Tristan et dans la poésie des troubadours parce qu'elle trouve en Occident ces obstacles n'est-ce pas, prédestinés. Les obstacles qui lui donnent le maximum de tension. Oui, je crois, alors, si nous reprenions ce que vous venez de nous dire, la définition même de l'hérésie, parce que c'est un mot au fond assez obscur, la définition de l'hérésie, ce serait la réalisation d'une idée en dehors de son milieu naturel. Oui, si vous voulez, n'est-ce pas, l'hérésie, c'est toujours l'insistance sur une vérité détachée du contexte général de l'orthodoxie. Dégagée de son champ. Équilibrée par d'autres vérités contraires ou compensatrices. Mais il serait intéressant alors de voir les conséquences de cette hérésie sur cette société du XIIe et du XIIIe siècle. Je crois que les conséquences sont immédiatement apparentes. L'amour, par le fait même, a été détaché du mariage. Et ça, déjà, c'est très grave. Voilà, ça, c'est la chose fondamentale, n'est-ce pas? L'amour de Tristan est beaucoup plus intéressant que l'amour matrimonial d'Iseux et du roi Marc. Le roman de Tristan, c'est l'exaltation de l'amour adultère, de l'amour hors mariage, qui, lui, a un grand horizon mystique, contre l'amour purement matrimonial, utilitaire, si vous voulez, qui est l'amour du roi Marc et de l'Isolde. Et par conséquent, le mariage a pu s'accomplir aussi en dehors de l'amour. Et nous assistons, jusque dans la société du XIXe siècle, à des mariages de raison, avec comme compensation la possibilité pour le mari de prendre les plaisirs qui lui agréaient, oui. Et pour la femme, d'avoir des compensations chimériques. Voilà. N'est-ce pas, il ne faut jamais oublier que tout l'ensemble des hérésies du XIIe siècle, qui se sont appelées catharismes dans le Languedoc, mais qui ont eu bien d'autres noms dans d'autres parties de l'Europe, qui sont toujours la même hérésie finalement, poussent l'homme à prendre une attitude individualiste et opposée au mariage. Le mariage, pour toutes ces hérésies, est une chose condamnée parce qu'il oblige un homme et une femme à vivre ensemble indépendamment de leur goût individuel. Et pour des intérêts généraux. Pour des intérêts généraux, si bien que les cathares allaient jusqu'à dire que le mariage était une iurata fornicatio, n'est-ce pas, une fornication légale. On ne peut pas être plus sévère pour le mariage. Tandis que l'amour pur, à leurs yeux, c'était l'amour passionnel, en dehors du mariage, l'amour qui surmonte tous les obstacles sociaux. Et qui est un amour stérile, n'est-ce pas? Parce qu'on peut en jouir beaucoup plus si ça n'aboutit pas tout de suite au train-train de la vie quotidienne, à l'éducation des enfants. On essaye d'isoler, si vous voulez, le côté purement érotique de l'amour. Alors on assiste, n'est-ce pas, à partir du XIIe siècle, à cette divergence de plus en plus grande entre l'amour sentimental et les liens du mariage. Mais étant donné que l'amour conjugal repose sur des intérêts pratiques, l'amour sentimental ne devient-il pas accidentel, ne devient-il pas lié aux caprices d'un moment, caprices d'autant plus dangereux qu'il n'y a aucune vérité effective, ni sur le plan charnel, ni même sur le plan pratique, social, moral et religieux qu'il confirme. Oui, il n'y a pas de vérité pratique, matérielle, sociale, concrète, mais il y a une grande vérité spirituelle, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas perdre de vue. Tristan est tout de même un très grand mythe et est une très grande vérité spirituelle qu'on ne peut pas écarter simplement comme une erreur parce que c'est anarchisant, que c'est individualiste et tout cela. Tristan, si vous voulez, indique une déficience dans la conception sociale et chrétienne féodale du mariage à cette époque. Il ajoute tout de même une valeur de civilisation.
Il est à l'origine de la crise du mariage d'aujourd'hui, mais c'est une origine qui est parfaitement noble et valable. La radiodiffusion française vous a présenté Dialogue avec Denis de Rougemont, propos recueillis et présentés par Pierre Cipriot. Au programme de ce premier entretien, le roman de Tristan et Iseult et la naissance du mythe de l'amour-passion.